Bonjour à tous. Le ministère de la Culture a dévoilé son plan à 350 millions d'euros pour faire de la France une terre de production et d'innovation. On va s'intéresser justement à ces technologies qui peuvent changer le cinéma radicalement demain. On en parlera avec deux experts. Tout à l'heure, ce sera le Tech Talk de Smartech aujourd'hui. Ensuite, en deuxième partie, on va regarder l'impact de la donnée sur le vivant, son empreinte environnementale. On s'intéressera aussi au Grand Rex qui tente l'aventure du Web3. Mais d'abord, je propose une interview avec le patron des fédérations des infrastructures du numérique qui va nous faire un point sur le très haut débit en France. C'est l'interview tout de suite dans Smartech. Et oui, c'est pas le festival de Cannes encore tout à fait dans Smartech, mais on va quand même s'intéresser à ces technologies qui changent le cinéma. On en parlera dans notre Tech Talk avec Nicolas Godmet. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes partenaire en charge des industries créatives chez WinePoint et vous serez rejoint par Vincent Florent qui est lui à Cannes en ce moment. Donc on sera à distance connecté avec le directeur numérique du CNC. Bonjour Vincent. Donc on va parler de cette création cinématographique qui va être et qui commence d'ailleurs à être bouleversée par les technologies. Mais d'abord, je vous propose que l'on fasse un point sur le très haut débit en France, puisque l'Observatoire du très haut débit 2023 réalisé par Infranum vient d'être dévoilé il y a quelques jours. Bonjour Philippe Legrand. Bonjour Delphine. Merci beaucoup d'être avec nous pour nous en parler. Vous êtes le président donc, de la fédération qui rassemble, regroupe et représente l'ensemble de la filière des infrastructures du numérique en France. Cet observatoire, vous l'avez mené avec la Banque des Territoires, également l'AVICA qui regroupe elle les collectivités engagées dans le numérique. Premier constat, finalement, c'est la confirmation qu'on est bien dans les clous du plan France très haut débit. Et c'est une bonne nouvelle. C'était pas une surprise. Il y a 10 ans, c'était pas gagné. Il y a 10 ans, l'objectif qui avait été fixé de rendre raccordable 80% de la population française et des entreprises françaises nous paraissait particulièrement ambitieux. Ouais. Nous sommes au rendez-vous et la machine industrielle est lancée, elle continue. Donc c'est une très bonne nouvelle en effet. Et alors à quel prix on y est arrivé, on y est arrivé au prix de grands efforts, au prix d'une organisation entre l'État, les collectivités et l'industrie en elle-même, au prix de la création de cette fédération Infranum qui a porté elle aussi à son niveau le plan France très haut débit et qui continue de le porter avec les nouveaux enjeux auxquels nous faisons face. C'est à ce prix-là et quelques dizaines de milliards d'euros bien entendu. Plus de 12 000 prises sont raccordées par jour ouvrable. C'est énorme. Vous rencontrez quel genre de difficultés sur le terrain ? Alors les difficultés sont nombreuses, elles ont d'ailleurs défrayé la chronique et font l'objet de beaucoup de concertations avec les collectivités. Les difficultés sont des échecs de raccordement. On ne réussit pas à raccorder le particulier parce qu'il n'est pas là, parce qu'il refuse qu'on fasse un trou chez lui, parce que le génie civil est manquant, parce que le technicien n'est pas suffisamment qualifié ou n'a pas les bons outils. Ça, ce sont les échecs de raccordement. Il y a aussi les malfaçons. On raccorde la personne, mais le câble est mal posé, il est en situation de fragilité. Ou alors, il y a les pannes qui peuvent arriver sur le réseau. Et ce sont les 3 indicateurs que nous mesurons pour mesurer la qualité et l'améliorer au fil du temps. Qu'est-ce qui donne cet indicateur ? Alors, il nous dit quoi sur la qualité aujourd'hui des prestations ? Il dit qu'on a du mal à objectiver les chiffres. J'ai fait un appel à ce que l'ARCEP, le gendarme des télécoms, puisse disposer des moyens de contrôler cette qualité et d'objectiver les débats, puisque la grogne des élus est assez forte. Du fait de ce qu'ils voient sur le terrain, on oublie forcément ce qui va bien, les 75% ou 80% de raccordements qui se passent bien, on regarde vraiment ceux qui ne vont pas. Et c'est la raison pour laquelle j'ai présenté en septembre dernier au ministre Jean-Noël Barrot et à la présidente de l'ARCEP, Laure de la Raudière, un plan qualité qui engage la filière. Ce plan qualité est en cours, il met du temps, il avance trop lentement, il avance. Et je pense que les indicateurs doivent s'améliorer drastiquement. Ces problèmes de qualité qui viennent parfois des prestataires, d'un manque de compétences, ce sont aussi des membres de la fédération Infranum. Ils sont tous au sein d'Infranum. Donc il y a tous les sujets que nous pouvons mettre sur la table. Après, nous ne pouvons pas tout. Le zéro défaut n'existe pas sur un plan de cette nature. Partout en Europe, ces problèmes se rencontrent à plus ou moins... de façon plus ou moins importante, mais nous travaillons dessus. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que ce plan France très haut débit reste un très beau succès, une formidable épopée pour la France. Bon, avec une petite pression supplémentaire, puisqu'on a la fin du cuivre qui a été annoncée. Il y a aussi ce contexte de crise dont on a encore parlé hier, l'inflation, qui pèse évidemment, j'imagine, sur les économies de vos membres. Comment vous arrivez aujourd'hui à embrasser ces deux défis de coûts
et de pression sur la fin du cuivre, ça veut dire qu'il faut vraiment accélérer sur la fibre optique. Oui, alors on a toujours été dans un système de challenge et dans des grandes aventures industrielles. La fin du cuivre, vous avez raison de le signaler, c'est quand même près de 40 millions de prises qu'il va falloir enlever. Et tout ça avec un objectif fixé par Orange qui est de le faire d'ici 2030, Orange le propriétaire du réseau. Oui. Donc il y a un vrai enjeu industriel, il ne faut pas le minimiser, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire d'un seul opérateur, c'est l'affaire de tout le monde. L'inflation est un défi qui nous fait face et auquel on a répondu un peu avec un ajustement par négociation avec les opérateurs, au premier rang duquel on trouve Orange qui a accepté une augmentation de 4%. L'inflation subie par nos entreprises se situe aux alentours de 5 à 10%. Mais elle est subie par tout le monde. Et elle n'est pas adossée à un marché avec des revenus suffisamment élevés et un partage de la valeur entre les GAFA et les opérateurs suffisamment équilibrés pour permettre de nous donner de la sérénité. Et la sérénité viendra aussi avec l'adossement à un marché plus grand. Peut-être que les prix sont trop bas. Et de toute façon, la valeur doit rejaillir jusqu'à celui qui raccorde, jusqu'au technicien de terrain qui va chez vous brancher votre prise. Alors, je voulais revenir sur le cuivre, parce que le cuivre a montré sa résilience. Ouais. C'est un vieux réseau qui fonctionne toujours aujourd'hui. On le déconnecte alors que ça fonctionne. Bon. Comment est-ce qu'on va s'assurer de la résilience des futurs réseaux ? Il a rendu son office, ce bon vieux réseau cuivre, et vous avez bien raison d'insister sur Il n'est pas à bout de souffle, on est d'accord ? Il n'est plus capable de répondre aux enjeux d'aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire que le débit supporté par le réseau cuivre, la qualité de service supportée par le cuivre n'est plus au rendez-vous aujourd'hui, eu égard aux enjeux et aux attentes des entreprises et des concitoyens. Donc comment on assure la résilience ? Nous avons présenté un plan qu'on a appelé le Good Deal, avec les collectivités d'ailleurs, avec Patrick Chaise, le président de la VICA, sénateur de l'Ain. Nous avons présenté un plan, le Good Deal, qui repose en 3 piliers. Et sur le pilier de la résilience, nous pensons qu'il est nécessaire d'investir pour effacer les réseaux, les lignes aériennes qui sont sujettes à beaucoup d'incidentologie, pour sécuriser les nœuds de raccordement, de façon à faire en sorte qu'on ne puisse pas avoir des actes de malveillance ou même de piratage, de piraterie sur ces équipements-là. Et nous avons présenté un plan qui pourrait se financer un peu par le marché lui-même, en adossant ces investissements à un revenu de loyer sur les infrastructures. Ça, c'est le plan sur la résilience. Vous dites que c'est un plan qui est économe en argent public. Oui. Alors ça, le contribuable va adorer. Oui. Mais d'ailleurs, qui pourrait s'y opposer ? A priori, il fait l'unanimité ou... Il ne fait pas encore l'unanimité. Enfin, il fera l'unanimité quand les pouvoirs publics, le gouvernement s'en sera complètement saisi. On a une bonne écoute, une bonne attention, parce qu'effectivement, il est très économe en argent public. Il repose en 3 piliers, la résilience, les raccordements complexes, le fait d'aller raccorder les 500 000 foyers qui n'auront pas la fibre si on ne trouve pas de solution. Ouais. Voilà. Et le 3e point qui est la solidarité, faire en sorte qu'on puisse avoir une économie pérenne dans les zones rurales. Aujourd'hui, en France, on a considéré en 2015 que le coût d'exploitation d'une ligne en Corrèze ou dans un département rural était le même qu'à Paris, ce qui est complètement faux. Il faut réajuster cela. Et effectivement, nous proposons un plan qui réaffecte une partie de la fiscalité spécifique aux télécoms sur ces investissements-là. Donc c'est juste une réaffectation d'une partie de l'augmentation de la fiscalité si elle devait augmenter, et malheureusement c'est le cas. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépenses nouvelles pour le gouvernement, pour le contribuable français, et tout le reste doit pouvoir être financé par le marché, à condition qu'on puisse l'adosser à une rehausse de la tarification de ce marché. Enjeu aussi autour de l'emploi, trouver les compétences, parce que si à la fois il faut déployer un réseau, mais aussi en démonter un, bon, ça fait double travail. Donc vous avez besoin de recruter combien de personnes aujourd'hui dans la filière ? 33 000 Sur l'année quoi ? 2023 D'ici 3 ans. En 3 ans ? D'ici 3 ans. Une étude Catalyst faite dans le cadre du comité stratégique de filière a montré que nous allons passer de 69 000 équivalents temps plein à 100 000 sur les seuls chantiers du numérique. Ce n'est pas la filière. Au sein d'Infranum, la filière, c'est quelques centaines de milliers d'emplois, c'est 44 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais uniquement sur les chantiers, on doit passer de 69 000 à 102 000 emplois sur les marchés de la 5G, des territoires connectés durables, sur le décommissionnement du cuivre, qui à lui seul va mobiliser 10 000 équivalents temps plein. Et la baisse du nombre d'emplois sur le chantier du plan France très haut débit va être largement compensée et va nécessiter beaucoup de recrutement sur les autres chantiers que je viens d'évoquer notamment. Pas simple, j'imagine. Pas simple parce que la filière n'est pas très attractive, d'autres filières payent mieux, la précarité s'est installée.
Donc il nous faut trouver les recettes aussi. Puis la féminisation est absente. Enfin, on a beaucoup de mal, en tout cas, à féminiser notre profession. On fait de grands efforts pour cela. Donc il faut qu'on réussisse à équilibrer l'ensemble. Écoutez, on s'est engagé à faciliter l'accès aux formations qualifiantes pour toutes les personnes féminines, à communiquer à destination des lycées et des écoles de façon à ce que les personnes féminines, enfin les femmes, puissent se rendre compte que cette filière c'est pas une exclusion pour elles, mais plutôt une opportunité. Et on a de belles histoires qui commencent à naître et des partenariats, bien entendu, avec des organisations de promotion de la féminisation de notre filière. Bon, puis il y a des projets quand même qui peuvent être séduisants. L'arrivée de la 5G industrielle. C'est une formidable aventure, la 5G industrielle. Rendez-vous compte, l'industrie 4.0, l'automatisation totale, la sécurisation. Et tout ça, c'est une filière qui est en devenir. Il y a 1,7 milliard d'euros qui est en cours d'investissement avec 700 millions d'euros de financement public. Ça, c'est de la croissance directe pour vos membres, ça, ces projets-là. Oui, c'est de la croissance, du déversement également, parce que quand un chantier baisse, d'autres naissent. Oui. Mais c'est de la croissance. On est dans un secteur qui est extrêmement en bonne santé. Et c'est de la croissance sur le long terme. Parce que les projets industriels, c'est durable, c'est pérenne. Plusieurs années. Sur 10 ans au moins. Oui. Et ça s'exporte. Et ça s'exporte parce que la France est extrêmement présente à l'étranger. Aujourd'hui, on peut se réjouir que l'Angleterre a mis les pas dans les pas et développe beaucoup de fibres optiques. Elle le développe avec des entreprises françaises et parfois même en déployant du câble produit en France. Voilà. Donc les autres pays suivent ce modèle-là et c'est très bien pour notre industrie. On a aussi le marché des data centers. Oui. Très dynamique, visiblement. Très dynamique. En France, on a 345 data centers. L'axe Paris-Marseille se renforce. Ouais. Et on va bientôt pouvoir rivaliser avec les grands centres comme Londres et Francfort, qui font référence au niveau européen. Mais quand même, la France développe un modèle de data center de proximité. Il n'y a pas que les grands data centers, il y a aussi les petits, proches des entreprises et des collectivités, des citoyens. C'est très bien pour l'environnement. Et ça fait peut-être une caractéristique française qu'il convient de développer, avec les milliers d'emplois qui sont consacrés à ce secteur. Nicolas Godmet, une remarque sur ce sujet ou une question peut-être pour Philippe ? La proximité des data centers, je pense que c'est un enjeu clé. On a de plus en plus d'outils d'intelligence artificielle qui se développent, qui ont besoin de capacités de calcul. Et c'est important d'avoir ces capacités de calcul dans des pays où le coût de l'électricité carbone est plus faible, comme en France, et en proximité. Donc je pense que c'est une très bonne chose que ça puisse se développer dans notre pays. Et voilà, et pour ça, on a besoin donc de toute votre filière. Merci beaucoup, Philippe Legrand, président d'Infranum. Avec plaisir. Vous restez avec nous, on va s'intéresser au cinéma dans Smart Tech. Alors, pendant le Festival de Cannes, nous, dans Smart Tech, on s'intéresse aux technologies qui vont transformer ce cinéma, comment la création va bouger, va peut-être être bousculée, chamboulée par notamment l'arrivée de l'intelligence artificielle. On en parle avec Nicolas Godmet, écrivain, dont je recommande le livre « La fin des idoles ». Bonjour Nicolas, à nouveau. Directeur du cabinet du secrétaire d'État au numérique sous Mounir Majoubi, pour ceux qui s'en souviennent, c'était pas si lointain. Et actuellement, donc partenaire en charge des industries créatives. Vous êtes aussi Chief AI Officer chez OnePoint, qui est une entreprise de services numériques. Donc, vous maîtrisez à la fois la partie culturelle du sujet, mais également technologique, et notamment autour de l'IA. Avec nous sur ce débat, Vincent Florent, qui est le directeur du numérique au CNC, le Centre national du cinéma et de l'image animée. Avec un parcours, vous, de 14 ans de transformation numérique et de conduite du changement au service des industries de contenu. Bienvenue également, Vincent. Et restez avec nous, Philippe Legrand, président d'Infranum. Eh bien, des infrastructures numériques, on en a besoin aussi pour que le cinéma et les technologies tournent. Donc, vous pouvez participer évidemment à la discussion. Alors, actuellement, c'est le Festival de Cannes. Est-ce que vous avez repéré peut-être déjà des petites innovations comme ça qui vous intéressent pour cette édition ? Par exemple, il y a un nouveau film d'Indiana Jones avec un acteur que certains connaissent, Harrison Ford. Il a 80 ans, mais ça ne se voit pas dans le film parce qu'il y a des technologies qui ont été développées par Disney, mais qui existent chez plein d'autres producteurs, qui permettent de rajeunir en direct pendant le tournage la physionomie de l'acteur. Donc ça doit lui manquer après quand il passe derrière la caméra et qu'il rentre chez lui, Harrison Ford. Je ne sais pas. Vous êtes sur le festival, Vincent. Qu'est-ce que vous avez noté d'intéressant du côté des innovations ?
C'est intéressant parce que la technologie dont parle Nicolas, c'est notamment une technologie française qui a été développée par un acteur qui s'appelle MacGuff. Et les effets visuels de Indiana Jones 5, qui a été effectivement dévoilé au Festival de Cannes, ont été en partie réalisés là aussi par une boîte française qui s'appelle The Yard, qui est installée à côté de Montpellier. Et donc moi, ce que je remarque, c'est que les Français sont bons en technologie dans ces sujets-là. Et qu'il faut accélérer encore les investissements et les innovations. Bon, je ne peux pas ne pas poser la question également au sujet de TikTok, puisqu'il y a quand même une polémique sur cette seconde édition d'un festival de courts-métrages TikTok Short Film. Ce partenariat avec un géant des réseaux sociaux, certes, mais chinois, qui de plus en plus est interdit auprès des officiels. Ça vous gêne, vous, la présence de TikTok à Cannes en tant que partenaire ? Nicolas ? Je pense que TikTok, il y a deux aspects. Il y a effectivement ce que connaît le grand public et ils essayent effectivement d'accompagner la création. Il y a d'ailleurs chez TikTok un ancien président du CNC qui connaît très bien le festival de Cannes et ce qui explique aussi ces liens. D'un autre côté, il y a énormément d'interrogations sur la proximité de TikTok, une entreprise chinoise, avec évidemment le Parti communiste chinois, sa capacité à absorber des données de citoyens français et européens. Et il y a beaucoup de discussions en cours pour réguler, voire interdire TikTok sur certains domaines. Voilà, bon, profitons-en tant qu'on peut pour le Festival de Cannes. Vincent, votre opinion sur ce sujet ? Nous, on n'a aucun problème, bien au contraire, à travailler avec les plateformes. La condition est simple, c'est qu'elles puissent respecter les règles du jeu de la création. Et donc, ces règles du jeu, c'est notamment de pouvoir s'assurer qu'ils luttent contre le piratage sur leur plateforme et d'autre part, qu'ils puissent contribuer à la création en stimulant des initiatives qui ciblent les créateurs. Alors, on ne le fait pas encore avec TikTok et on serait ravis de pouvoir le faire. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais on le fait avec YouTube, qui est un partenaire du CNC depuis plusieurs années. On a au Festival de Cannes une résidence avec des jeunes créateurs de YouTube qui viennent ici, qui font la montée des marches et qui surtout rencontrent les professionnels du cinéma et qui passent du coup du petit écran du smartphone au grand écran. Donc les plateformes sont vraiment intégrées à cet écosystème de création. Ouais, donc ça commence quand même à bouger autour des plateformes numériques. On voit de plus en plus de liens qui se créent entre les deux. On ne va même pas parler de l'arrivée de Netflix. Maintenant, on va s'intéresser, je vous propose, à voir un petit peu plus loin, à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'IA peut changer dans le cinéma, Nicolas ? En fait, l'IA, elle peut intervenir à peu près dans tous les maillons de la chaîne de valeur de fabrication d'un film. Si on prend l'écriture, il y a tout simplement l'idéation, la documentation, la génération, par exemple, de moodboards qui permettent, à un stade où il n'y a pas beaucoup de financement qui est celui de l'écriture, d'avoir quelque chose à montrer à des producteurs ou à des coproducteurs pour aller chercher des fonds. C'est-à-dire quelque chose à montrer ? Des images, tout simplement. C'est-à-dire qu'on peut demander aujourd'hui à ChatGPT à partir d'un début de on peut scénario. même demander à ChatGPT de proposer un pitch. Et ensuite, on peut lui demander de décrire les personnages du pitch, à quoi ils ressemblent. Et ensuite, on donne ça à Midjourney. Et Midjourney peut proposer des images des personnages. Et on a un premier jet avec... Mais on est d'accord que ce ne sera pas forcément fidèle à mon projet de création, au final. Après, c'est tout le travail. De toute façon, ces IA ne sont que des outils. C'est d'ailleurs comme ça qu'elles sont considérées par la Ligue des scénaristes américains, on pourra y revenir, qui sont au service des scénaristes, et donc qui sont au service d'une démarche artistique. Donc après, c'est tout le travail du scénariste de décider quel outil il utilise. Est-ce qu'il veut écrire lui-même ? Est-ce qu'il veut s'aider pour la documentation de ChatGPT ? Mais son propos à lui, c'est comment j'imprime ma marque et comment je suis fidèle à mes idées. Et il s'agit de dompter l'outil. Tout ça. Vous l'avez testé justement, le pitch, la rédaction de scénario avec ChatGPT ? Parce que moi, les expériences que j'ai menées, il en ressort que c'est très marqué culturellement déjà du côté des États-Unis. Et ensuite, ça semble assez formaté. Enfin... Après, c'est ce qu'on appelle l'art du prompt.
si on demande un pitch entier, on aura quelque chose effectivement d'assez moyen, puisqu'il va s'inspirer d'une moyenne de pitch qu'il a lu dans son entraînement. Mais quand on a, par exemple, quand on est devant face à une page blanche, on peut lui dire, tiens, je suis dans telle situation, propose-moi 10 idées. Et puis après, charge le scénariste de dire, ah tiens, dans ces 10 idées, elles sont toutes nulles, ou non, il y en a peut-être une qui m'inspire et que j'ai envie de creuser. Donc c'est plutôt d'aide à la création. Vincent, comment vous voyez l'intervention de l'IA dans le cinéma ? Il y a vraiment deux grandes catégories d'outils. Effectivement, il y a eu depuis longtemps des outils qui aident sur la partie fabrication. Et donc on a parlé des outils sur les effets visuels, de Face Engine, de rajeunir, d'échanger des visages, etc. Donc ça existe depuis quelques temps. On voit de plus en plus maintenant des technologies sur le doublage aussi, qui permettent de s'appuyer sur la voix originale du comédien, qui permettent de changer le mouvement des lèvres pour que ce soit synchronisé avec 37 langues différentes si vous le souhaitez. Il y avait également des technologies en post-production. Donc il y a une œuvre de Raoul Peck qui a été entièrement colorisée à base d'archives par des technologies d'intelligence artificielle. Donc vraiment tout ce qui est fabrication. Et puis, évidemment, ce qui enflamme l'imagination en ce moment, c'est les intelligences artificielles génératives, parce qu'on touche là à la création. C'est ça qui est nouveau. On est dans un domaine qu'on pensait réservé à l'humain. On a tous vu passer ces images du pape en doudoune ou de la bande-annonce de Star Wars façon Wes Anderson. Et évidemment, là, ça pose des problèmes potentiellement sur le droit d'auteur, des questions en tout cas. Donc, il y a une interrogation là-dessus. Il faut trouver en fait un bon équilibre entre l'innovation et la protection des auteurs. Mais c'est avant tout une très grande opportunité pour les créateurs. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel outil comme ça, on voit des nouveaux créateurs qui s'en saisissent. Et donc, il y a par exemple un cinéaste comme Simon Bouisson qui décrit comment avec ChatGPT, justement, il s'en sert comme une arme anti-page blanche. Il fait un ping-pong d'idées, ça le relance, mais au final, c'est bien sa création qui est à l'écran. Alors, je ne sais pas si au CNC, vous recevez les dossiers justement de présentation de projets pour des nouveaux films. Est-ce que vous encouragez ou non l'intervention d'un ChatGPT ? Est-ce que vous allez vérifier si ça a été créé par des humains ou pas ? Est-ce que c'est un critère aujourd'hui qui va pour ou contre les producteurs quand ils vous proposent un nouveau projet au CNC ? Pour l'instant, notre point de focalisation, c'est plutôt, d'une part, aider les technologies. Donc vraiment s'assurer qu'il y ait des Français, des Européens qui puissent développer ces technologies d'innovation au service de l'image, parce qu'on sait bien que c'est de cette façon aussi qu'on peut prendre les premières places mondiales dans les filières de l'image. Donc c'est tout le sens du plan d'investissement dont les résultats ont été dévoilés au Festival de Cannes par la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak. Donc c'est le plan France 2030 qui accompagne à hauteur de 350 millions d'euros des projets de studios numériques, de studios de tournage, de formation. On y reviendra peut-être. Et l'autre sujet, c'est protéger les auteurs. Nicolas l'a dit, ça a été considéré aux États-Unis comme un outil, et un outil qui ne génère pas de droits d'auteur. Donc, au final, il ne peut pas y avoir un scénario signé par ChatGPT. C'est considéré comme un outil qui a permis d'aboutir au résultat final. Et donc, nous, en particulier, on n'a pas de clause non plus là-dessus, du moment que le travail de l'auteur est respecté. Vous en attendez quelque chose, vous, du cinéma transformé par la technologie, Philippe ? Alors, le cinéma transformé par la technologie nécessite la technologie en amont. Donc, évidemment, tout est lié. Bien entendu, on parlait des données, de l'hébergement des données et du respect des règles. Moi, j'attends sur, par exemple, le festival TikTok, et pour rebondir là-dessus, si vous me le permettez, Bien sûr. le fait que les règles doivent être respectées par tout le monde. Donc, on parle bien entendu du droit d'auteur en l'espèce, mais même du RGPD, de la protection des données des utilisateurs. Vous avez vu que la semaine dernière, Meta a été condamné à une amende de 1,2 milliard d'euros pour ne pas respecter le RGPD. C'est une condamnation irlandaise. Oui, j'en attends beaucoup de choses. Ça interroge, mais en même temps, d'un avis extérieur et pour être utilisateur, bien entendu, de ces outils d'IA au quotidien. Vous savez que c'est l'IA qui nous permet aujourd'hui de réussir le plan France Très Haut Débit. S'il n'y avait pas des outils d'intelligence artificielle, nous ne pourrions pas exploiter les 12 000 rapports quotidiens
que nous recevons sur les installations pour les confronter avec la réalité. Sans ces outils-là, nous sommes complètement démunis parce que les hommes, il faudrait des armées de personnes qui eux-mêmes devraient se synchroniser pour comparer les rapports. Ce sont des formidables outils. Je pense que ça n'est que cela. Et d'ailleurs, l'utilisation de ChatGPT ou d'autres outils de cette nature relève d'un certain savoir-faire. Ça n'enlèvera pas la création, ça l'accompagnera. Je suis certain que ce n'est pas à une IA qu'on va pouvoir confier la substantifique moelle de la création et que tous les auteurs auront bien sûr leur place. Est-ce que chez WinePod, quand vous rencontrez les industries créatives, elles font le même accueil que vient de faire Philippe à ces technos? Alors en fait, ça dépend à qui on parle. Si on parle par exemple à une directrice d'innovation chez Newen, elle embrasse ça, mais elle dit par contre, mes créatifs, il faut que je les rassure. Et elle avait un exemple assez intéressant. Quand vous recevez un scénario, et que vous êtes directeur de production ou que vous êtes costumier, à un moment, il faut dépouiller le scénario pour le transformer en un plan d'action opérationnel, pour dire j'ai besoin de tel costume à tel moment, etc. Ça s'appelle la phase de dépouillement. Ils ont proposé une IA qui permettait de comprendre le scénario et de dire voilà, il faut tel type de costume à tel endroit. Et alors au début, la costumière était un peu inquiète, en disant mais ça va me prendre mon travail. Et puis finalement, ce qu'explique la directrice de l'innovation de Newen, c'est qu'elle a compris que ça lui permettait de gagner du temps pour en passer plus dans le choix des costumes, pour aller faire les boutiques et pour faire son travail vraiment créatif de trouver le meilleur costume. Donc l'accueil est différent en fonction des types de populations auxquelles on s'adresse. Il faut l'expérimenter, l'accompagner. Alors, il y a d'autres technologies intéressantes, ce sont toutes les technologies immersives. Pour l'instant, ça reste un peu gadget, il me semble, non, dans le cinéma. Vincent, pardon, je vous interpelle. Ce qui développe beaucoup, c'est ce qu'on appelle la production virtuelle. Ça, c'est une technologie qui a été développée notamment par Disney sur la série The Mandalorian. Et c'est les images que vous avez peut-être vues de ces écrans LED géants, donc comme des énormes panneaux LED, et on tourne directement devant ces écrans LED. Ça remplace un peu le fond vert où on doit filmer devant un fond et ensuite en post-production incruster les décors. Là, c'est pas ça, on projette en temps réel et surtout quand on déplace la caméra, il y a un effet de parallaxe en temps réel. C'est basé sur ces technologies de temps réel qui viennent notamment du jeu vidéo. Donc ça se développe beaucoup. C'est là aussi un outil créatif formidable qui permet des nouvelles visions. Et vous avez typiquement le prochain film de Audiard dont l'action se passe entièrement au Mexique, en fait est tourné entièrement en studio en Île-de-France. Et donc là aussi, ça fait partie des technologies qu'on a voulu accompagner avec le plan Grande Fabrique de l'Image. Cette production virtuelle, c'est des investissements importants en matériel. Et donc, on aide les studios de tournage à investir là-dedans. Ça permet de localiser aussi des tournages en France plutôt que dans d'autres pays ou dans d'autres continents. 350 millions d'euros, donc d'ici à 2030, mis sur la table pour faire de la France, nous dit la ministre de la Culture, faire de la France cette terre de production et d'innovation dans le cinéma. C'est la grande fabrique de l'image. Sur quelles innovations, au-delà de l'IA, on doit miser aujourd'hui pour la partie production cinématographique? Il y a tout ce qui concerne... alors là, pour le coup, Vincent serait probablement plus à même que moi de répondre. Pour moi, il y a effectivement tout ce qui concerne le métavers, le Web3. On est un peu, le soufflet est un peu retombé avec ce qu'on appelle l'hiver des cryptos, mais c'est quelque chose qui va continuer, me semble-t-il, dans la durée. Il y a effectivement tout ce qui est autour de l'IA au sens large, et il y a certaines dimensions qu'on n'a pas évoquées, par exemple, ne serait-ce que la gestion des archives, la découvrabilité des contenus, donc toute la phase aval, une fois qu'on a des contenus qui ont été créés, comment est-ce qu'on les gère? Nous, par exemple, on accompagne l'Institut national de l'audiovisuel, ça pourrait intéresser d'ailleurs le CNC également, pour l'aider à segmenter tout son patrimoine audiovisuel depuis l'existence de la radio, et donc découper finement, de façon sémantique, les journaux télévisés, savoir qui apparaît à l'écran, quelle voix on entend, etc., pour ensuite avoir des moteurs de recherche et de recommandation qui soient beaucoup plus performants. Donc ça, c'est aussi des technologies qui peuvent être intéressantes et qui sont en aval de la phase de production. Vincent, sur ces technologies sur lesquelles on doit miser demain pour transformer le cinéma en France?
Oui, il y a évidemment toutes les technologies numériques dont on a déjà parlé, mais peut-être avant ça, il y avait le sujet des studios de tournage. Les studios de tournage, en France, on avait un retard à rattraper. Depuis la nouvelle vague, le studio en France est un peu passé de mode. Les cinéastes de la nouvelle vague ont eu une autre innovation technologique de l'époque, les caméras légères, la possibilité de tourner en extérieur. Ils s'en sont pleinement saisis et ça a été voilà, un renouveau créatif important. Mais le studio de tournage est devenu un petit peu le symbole du cinéma bourgeois, du cinéma à la papa, et les cinéastes n'en voulons plus. Euh, Aujourd'hui, évidemment, les séries se tournent principalement en studio, tous les effets visuels qu'on a décrits, c'est en studio, et donc on a besoin de studio de tournage, et on manquait en France de surface, de plateau. On manquait de ces grands décors en extérieur qu'on appelle des backlots, et on manquait de ces technologies numériques dont on a parlé sur les effets spéciaux, sur la production virtuelle, sur les technologies du temps réel, et même chose pour l'animation ou pour le jeu vidéo. Donc c'est vraiment sur l'ensemble de ces technologies-là et de ces infrastructures-là que le plan cherche à intervenir, ce plan de fabrique de l'image. Donc vous l'avez dit, 350 millions d'euros. Ça va permettre d'accompagner des projets de studio de tournage, des projets de studio numérique, donc effets spéciaux, animation, jeux vidéo, et puis de la formation. C'est important de modifier la façon dont on forme et puis d'ouvrir cette formation. On veut au global doubler nos capacités de tournage, on veut aussi doubler le nombre de personnes dans la filière parce qu'il y a des besoins en très forte augmentation. On veut former aussi à ces nouvelles technologies. L'exemple qu'on donnait sur ces technologies de production virtuelle, évidemment, ça change le métier de directeur de la photographie, mais ça change aussi le métier des décors, ça change le métier d'auteur. D'une certaine façon, on n'écrit pas de la même façon avec ça. Et donc, on veut former plus, mais aussi former différemment à ces nouvelles technologies. Merci beaucoup Vincent Florent. On vous laisse retourner au Festival de Cannes. Vincent Florent du CNC, Nicolas Gonnemet de OnePoint. J'imagine aussi que vous allez suivre là, toute cette semaine ce qui se passe à Cannes. Merci également à Philippe Legrand d'Infranum d'avoir participé à la discussion avec nous. On marque une courte pause. On se retrouve après. On va parler de l'empreinte environnementale de la donnée. Deuxième partie de Smart Tech, votre quotidienne sur l'innovation et les technologies continue. On va s'intéresser à la donnée et son empreinte. Ils sont restés en plateau avec moi, je précise avant tout, Nicolas Gonnemet, qui est partenaire en charge des industries créatives chez OnePoint, avec qui on a parlé de cette transformation du cinéma par les technologies, et Philippe Legrand, président d'Infranum, qui nous a fait un point sur la situation aujourd'hui en matière de très haut débit en France, et puis surtout, où sont les points de vigilance, Philippe. Alors, on va parler aussi de points de vigilance avec ce monde de la donnée et Sophie Lavaux qui est connectée avec nous. Sophie Lavaux, vous êtes psychothérapeute, docteur en neurosciences, vous êtes membre de l'Agora 41, qui est une tribune de réflexion multidisciplinaire satellite de l'Annecy. Vous avez à ce titre rejoint le Cercle de la Donnée pour participer aux travaux sur cette empreinte de la donnée sur le vivant. Une partie du travail a déjà été présentée dans Smart Tech par Jean Martineau et Mathieu Bourgeois. Nous, on va s'intéresser davantage à la partie sciences cognitives. Alors, quel est le lien entre l'empreinte de la donnée et ces sciences cognitives, Sophie ? Bonjour Delphine, merci pour cette présentation et puis pour cette invitation. En fait, la donnée, elle circule de l'humain à la machine et de la machine à l'humain. Et lorsqu'elle est traitée par un humain, elle va venir impacter son fonctionnement nerveux, son fonctionnement psychique. Et les sciences cognitives, elles sont nées avec l'ambition de décrire la pensée et le fonctionnement de l'esprit sous la forme d'une machine logique. Donc on voit bien à quel point les sciences cognitives sont intriquées au concept même d'intelligence artificielle qui cherche à modéliser et dépasser la machine à penser humaine. Et d'ailleurs, on fait traditionnellement remonter la naissance des sciences cognitives au milieu des années 50 dans le sillage de l'invention de l'ordinateur et de la cybernétique. Donc en fait, les sciences cognitives regroupent des disciplines très variées, comme la psychologie, la philosophie de l'esprit, la linguistique, l'anthropologie, les neurosciences et l'intelligence artificielle. Et pour exemple, dans ce courant, dans les années 70, les psychologues américains Tversky et Kahneman, donc Kahneman qui a reçu un prix Nobel d'économie en 2002, ont décrit deux modes de pensée complémentaires utilisés par l'humain. Deux modes de pensée essentiels pour sa survie. Une pensée automatique, incontrôlable et rapide, dans laquelle se logent nos biais cognitifs, nos intuitions, nos réactions automatiques.
et une pensée plus lente et plus coûteuse en termes d'énergie. Mais cette pensée-là, elle est aussi plus logique. Et dans ce mode de fonctionnement sont impliquées nos fonctions exécutives. Donc ce sont des fonctions très importantes pour l'être humain qui nous permettent de nous adapter à un nouveau contexte ou nous adapter à des situations complexes, résoudre des problèmes complexes notamment. Et donc au sein de ces fonctions exécutives, donc qui sont logées plutôt derrière le front, dans les régions frontales de notre cerveau, il y a nos processus d'inhibition qui nous permettent de maintenir notre attention sur une tâche, d'être concentré. Il y a aussi notre flexibilité cognitive, donc ce qui nous permet de passer d'une tâche à une autre, et aussi nos processus de régulation émotionnelle, réguler la frustration, la colère, la tristesse. Donc quand ces fonctions exécutives se développent mal, on peut avoir du mal à s'adapter socialement, à faire face à des situations nouvelles, à résoudre des problèmes complexes. Et avec à la clé des troubles du comportement qui peuvent nous empêcher de fonctionner en adéquation avec l'environnement. Et une des empreintes de la donnée sous un angle purement cognitiviste se joue justement au niveau de ce système exécutif. Plus on a de données à traiter en un minimum de temps, et plus on va utiliser notre mode de pensée le plus rapide et du coup le plus soumis à des erreurs de jugement. Du coup, on va avoir du mal à se concentrer aussi sur une tâche et on va avoir du mal à prendre des décisions plus rationnelles quand on est dans un flot de données très important. Nos biais cognitifs, qui sont à l'origine de nos erreurs de jugement, sont exacerbés par les réseaux sociaux, par les contenus personnalisés qui s'affichent sur nos applications et sur nos pages Internet. Et on le sait bien, quand on prend son smartphone pour faire quelque chose, on se retrouve souvent à faire complètement autre chose. Et beaucoup d'études montrent aujourd'hui l'impact de la donnée sur nos capacités attentionnelles, sur la fatigue cognitive et le manque de sommeil. Et c'est d'autant plus préjudiciable pour un enfant dont le cerveau est en plein développement jusqu'à la fin de l'adolescence. Tous ces paramètres-là vont influencer notre santé physique et mentale tout au long de la vie. Donc là, vous abordez ce sujet de l'impact sur notre santé. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à prendre en compte que les sciences cognitives pour cela ? Alors oui, dans l'étude, on s'intéresse à la neurophysiologie, par exemple, parce que quand on traite aussi un flot important de données, il y a un impact sur notre système nerveux. On s'intéresse aussi aux sciences humaines et sociales. En fait, on cherche à évaluer dans cette étude la trajectoire actuelle. Alors, tout n'est pas écrit dans le marbre, mais on a pas mal d'éléments pour prendre quelques précautions dès maintenant. Quand on sait où la donnée impacte notre mode de fonctionnement, c'est plus facile de poser des limites. Par exemple, le niveau de stress est augmenté lorsqu'on est en multitâche, quand on est interrompu sans cesse par des notifications, quand le flot des données à traiter est très important et qu'on doit aller vite. Du coup, tous nos systèmes physiologiques sont impactés. Alors notre système nerveux autonome, celui qui fonctionne sans qu'on ait besoin d'y penser, et dans ce système, il y a le système respiratoire, cardiovasculaire, endocrinien, digestif. Donc finalement, ça va impacter tous nos systèmes physiologiques et le savoir, ça nous permet de peut-être inverser la vapeur et commencer à comprendre où est-ce qu'on peut agir pour mieux utiliser la donnée et moins être impacté à ce niveau-là. Et par ailleurs, c'est important aussi de noter que plus on est connecté à des données virtuelles, moins on est connecté à ses propres données, c'est-à-dire à ses ressentis corporels, à ce qui nous permet de nous adapter à notre environnement. Et d'ailleurs, on fait souvent bien plus confiance à ces applications et à sa montre connectée qui nous dit levez-vous ou marchez 1000 pas de plus qu'à ses propres ressentis, ressentir de la fatigue, de la satiété, etc., ou l'envie de bouger. Et du côté des sciences humaines et sociales, on s'intéresse à la théorie de l'attachement et à la systémie. Ça, c'est aussi un peu nouveau d'amener ces concepts-là. La donnée, elle s'invite dans un système familial, amical, professionnel, et finalement comme un prolongement de soi-même. L'avènement du numérique a complètement transformé la manière dont on interagit les uns avec les autres, dont on communique les uns avec les autres. Et quand on sait que le manque de soutien social constitue un facteur de risque comparable au tabagisme, à l'obésité et à l'hypertension artérielle, ça paraît légitime de se demander à quel degré la donnée, le flot de données très important qu'on a à traiter, peut impacter la qualité de nos relations en fait. Et concernant le relationnel parent-enfant, parfois la donnée, elle prend la forme d'un distracteur, donc elle fait office d'un tiers, parfois elle fait office de babysitter pour certains parents. Apporter du contenu virtuel dès que la relation devient difficile est une solution toute faite. Et dans ce cas précis, à quel moment est-ce que la donnée passe d'un distracteur à un objet d'addiction ? Voilà tout ce dont on parle dans ce groupe de réflexion. Et la donnée artificielle, en fait, elle va modifier le lien qu'on a avec soi, avec l'autre, et elle a des conséquences sur notre santé mentale.
la sédentarité et les troubles du sommeil associés vont avoir des conséquences sur notre santé physique. Et donc, notre rapport au smartphone, aux applications, à la donnée en général est aujourd'hui problématique. Merci beaucoup, Finalement, Sophie Lavaux. Je suis obligée de vous couper. On arrive au bout du temps qui nous était imparti. Merci beaucoup, Sophie Lavaux, pour cet extrait des travaux. De toute façon, on va continuer à les creuser ensemble. Sophie Lavaux d'Agora 41. On se retrouve juste après un petit jingle pour regarder où va le web. Alors, ce sujet va fortement vous intéresser. On parle du Grand Rex qui s'essaye au Web3. Le Web3 fait son cinéma. Cette fois, c'est le Grand Rex qui tente l'aventure. Le plus grand cinéma d'Europe lance son programme de fidélité inscrit sur la blockchain. Il a fait appel à la start-up française Taylor, fournisseur de solutions Web3. Alors, si ça vous tente, il faudra collectionner des cartes digitales. Leur nom, les cueilleurs d'images, censés représenter une société secrète de cinéphiles unis par leur passion du cinéma. 6 cartes de personnages et avec des raretés variables, bronze, argent, or, chacune vendue à 250 exemplaires. Est-ce que vous voyez les cartes Pokémon ? Eh bien, c'est l'idée. Ces cartes peuvent en plus vous accorder des avantages comme des coupe-fils ou encore avoir accès à des avant-premières. Mais alors, rassemblez les 6 personnages du même rareté et vous décrocherez l'ultime sésame, la broche ail. Elle vous donne accès à des privilèges et surtout, pour toute la vie, un accès illimité à la grande salle mythique aux 2700 fauteuils ou un accès à vie au tapis rouge des avant-premières. Le Web3, vous le voyez, se met encore au service de la construction et de l'entretien d'une communauté. Et cette fois-ci, c'est le Grand Rex qui l'a bien compris. C'est intéressant ça aussi, d'utiliser le Web3 comme outil de fidélisation. Oui, en fait, ce qui est intéressant dans le Web3, c'est qu'il y a eu beaucoup d'écrémage avec l'effondrement des cryptos depuis quelques mois, voire un an. Et subsistent les projets qui apportent une vraie valeur. Et les tendances qui se dessinent, c'est autour de la relation, effectivement, aux clients ou aux fans, notamment dans les mondes du luxe et dans les mondes créatifs, donc là, en l'occurrence, avec le cinéma. Merci beaucoup. Belle illustration. Merci. Encore Nicolas Gonnet pour votre expertise, partenaire en charge des industries créatives chez WinePot. Philippe Legrand, expert, lui, des infrastructures numériques, président d'Infranum, était également avec nous. C'était Smart Tech. Merci à tous de nous suivre avec une grande fidélité. On se retrouve dès demain.